Bienvenue sur les histoires de Amina. Des récits qui touchent le cœur, surprennent, inspirent. Et qu'on n'oublie jamais. Abonne-toi et laisse une nouvelle histoire changer ta journée. Un milliardaire a donné sa carte de crédit à un père célibataire sans abri pour le tester. Et en l'espace de 24 heures, ce qu'il a acheté lui a brisé le cœur si profondément que même sa fortune n'a pu la protéger de la vérité de la lutte humaine. Par cette matinée glaciale devant le café branché de Manhattan, Eleanor Kensington, héritière d'un conglomérat Fortune 6, s'attendait à ce que le père sans-abri qu'elle avait rencontré sous le pont du métro choisisse la cupidité, le luxe, le plaisir, peut-être un nouveau téléphone ou des chaussures de créateur. Mais au moment où elle lui tendit sa carte platine, les mains de l'homme tremblèrent comme celles de quelqu'un qui n'avait pas tenu l'espoir depuis des années. Son fils agrippé à son manteau comme un souffle fragile en hiver. Pourquoi une milliardaire testerait-elle un père célibataire sans abri? Et pourquoi l'achat de cet homme avec sa richesse illimitée ferait-il pleurer même une milliardaire? Eleanor avait vu des sans-abri toute sa vie, mais seulement derrière les vitres teintées et blindées de ses limousines. Son père lui disait « Nous ne donnons pas d'argent liquide. Les gens gaspillent ce qu'on leur donne. » Et elle l'avait cru pendant des années, presque obstinément. Mais à 29 ans, quelque chose en elle avait commencé à se fissurer. L'argent ne réchauffait pas son lit de pentouse. Les galas de charité ne guérissaient pas l'inquiétude persistante dans sa poitrine. Elle avait tout, et pourtant elle se sentait douloureusement pauvre de façon qu'elle ne pouvait nommer. Cette matinée n'avait pas été planifiée. Elle était censée se rendre à une réunion du conseil d'administration. Ses gants en cuir assortis au ton mocha de son manteau d'hiver. Ses talons aiguilles frappant le trottoir comme le pouvoir même. Puis elle le vit, assis à côté d'un garçon de 7 ans endormi, enveloppé dans une couverture usée, ses bottes percées au niveau des orteils. Un panneau en carton reposait contre son genou. Père célibataire, sans abri, prêt à travailler pour de la nourriture. Ce n'était pas le panneau qui l'arrêta. C'était la façon dont il regardait son fils. Comme si rien au monde n'avait d'importance, sauf garder cet enfant en vie. Ses yeux étaient creux, certes, mais chaleureux. Humain, le genre Dieu qui avait autrefois connu la stabilité, l'amour, un foyer. Elle s'approcha lentement, incertaine de la raison pour laquelle ses jambes bougeaient par impulsion plutôt que par logique. « Monsieur », dit-elle doucement. Il leva les yeux, surpris, comme si la bonté elle-même lui était étrangère. Sa voix, lorsqu'elle vint, était basse. « Madame, nous allons bien. Vous n'êtes pas obligée de vous arrêter. » Mais elle ne pouvait pas s'en aller. Au lieu de cela, elle s'agenouilla, ruinant un pantalon italien valant plus que toute sa survie d'une semaine, et étudia son visage. Une légère barbe, des cheveux non coupés, peut-être 33 ans. Il y avait de la dignité dans sa façon de parler, même dans le désespoir. « Quel est votre nom ?» demanda-t-elle. « Jackson », murmura-t-il, puis effleura l'épaule de son fils du bout des doigts. « Et voici Noah. » Noah s'agita, ouvrant de grands yeux fatigués, le genre d'yeux qu'un enfant ne devrait pas avoir. Pas de jouets, pas de sécurité, trop de silence pour un garçon de son âge. Quelque chose se fissura dans sa poitrine. Elle pensa à sa propre mère, disparue depuis longtemps, à la façon dont elle lui avait autrefois tressé les cheveux avant l'école, embrassé son front, insufflé de la chaleur dans le quotidien. Cet enfant n'avait plus rien de cela maintenant. Son père aurait signé un chèque et serait parti sans toucher le sol. Mais Eleanor n'était pas son père. Elle fouilla dans son sac. Lentement, presque avec hésitation. Une carte de crédit platine étincela entre ses doigts comme un défi au destin. Jackson cligna des yeux, incapable de comprendre. « Ceci, dit-elle doucement en la plaçant dans sa main tremblante, est à vous pour une journée. » Sa mâchoire se décrocha. « Madame, je ne comprends pas. » Eleanor inspira l'air froid qui avait un goût de risque. « Achetez ce que vous voulez. Aucune limite, aucune question. Je veux voir quelque chose. » Il fixa la carte comme si c'était un fil sous tension. La couverture de bébé glissa de l'épaule de Noah, et Jackson la remonta immédiatement. Le mouvement était tendre, naturel, habituel. « Pourquoi moi ?» chuchota-t-il. « Parce que je veux croire, » dit-elle. Croire que le monde se souvient encore de comment prendre soin. Il ferma les yeux un instant, puis hocha la tête. Pas de promesse, pas de serment d'honnêteté,
juste un hochement de tête, petit, reconnaissant, effrayé. Alors qu'il se levait, Eleanor ressentit quelque chose d'inhabituel. La peur. Pas la peur de perdre de l'argent, elle pouvait en gagner des milliers avant le déjeuner, mais la peur que son expérience ne prouve que son père avait raison. Que la gentillesse était idiote, gaspilleuse, naïve. Elle recula, regarda Jackson glisser la carte dans sa poche, prendre Noah dans ses bras et commencer à marcher vers la ville avec une détermination dans sa démarche, comme un homme portant soudain le poids du possible. Eleanor expira un souffle blanc dans l'air froid. S'il achetait des bijoux, elle saurait. S'il achetait de l'alcool, elle saurait. S'il disparaissait, elle saurait. Mais s'il achetait quelque chose d'inattendu, si ce père célibataire sans abri utilisait l'argent d'une milliardaire pour autre chose, pour quelqu'un d'autre, alors peut-être que la vie avait encore quelque chose à lui apprendre. Elle resta debout dans la neige longtemps après leur disparition. Son battement de cœur plus fort que la ville elle-même, inconsciente que ce que Jackson allait acheter avec cette carte platine ne ferait pas que la tester, cela la changerait pour toujours. Eleanor ne put dormir cette nuit-là. Les fenêtres de son penthouse s'étendaient du sol au plafond, reflétant une ligne d'horizon new-yorkaise étincelante dont la plupart des gens ne font que rêver. Pourtant, elle se tenait dans l'obscurité totale, pieds nus sur du marbre importé, repassant l'expression de Jackson encore et encore. L'incrédulité, l'espoir, la peur. Elle avait déjà fait des dons, signé des chèques, assisté à des galas avec des lustres qui coûtaient plus cher que des écoles. Mais elle n'avait jamais regardé une personne en difficulté dans les yeux et ne lui avait jamais fait confiance avec quelque chose d'aussi puissant que le choix. Le choix était un luxe. Le choix était une monnaie. Et Jackson, un père célibataire sans abri, détenait désormais la carte de crédit illimitée d'une milliardaire. Son esprit s'emballa avec les possibilités. Allait-il disparaître pour ne jamais revenir? Acheter quelque chose d'égoïste? Allait-il échouer le test que son cœur priait secrètement qu'il réussisse? Elle ouvrit son ordinateur portable, parcourant les alertes financières liées à la carte. Les heures passèrent, minuit, 2 heures, 3 heures. Aucune activité, rien, pas même $1. Pourquoi ne dépensait-il pas? Pourquoi attendre quand on peut tout acheter, à moins qu'il ne sache pas quoi choisir, ou pire, qu'il ne croit pas mériter de choisir? Cette pensée la piqua plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. À 6h30 du matin, elle était encore éveillée lorsque son téléphone émit un bip. Notification de transaction, $43,27, épicerie, Upper West Side. Puis un autre, $18,96, pharmacie. Puis $52,11, vêtements pour enfants. Son cœur s'emballa, non de déception, mais de quelque chose de plus chaleureux, quelque chose qui ressemblait à un lever de soleil à travers ses côtes. Il n'avait pas acheté d'alcool, pas d'électronique, pas de basket de créateur. Il achetait la survie. Elle attrapa son manteau, se précipita vers son ascenseur privé. Son personnel cligna des yeux à son arrivée, non annoncée, sans après, les cheveux détachés, comme une femme qui avait oublié la richesse. « Annulez mes rendez-vous », dit-elle à son assistante, la voix ferme. Mais les investisseurs. Annulez tout. Aucun titre, aucun héritage, aucune affaire n'importait autant que de savoir ce qui allait suivre. Elle appela son chauffeur et donna l'adresse attachée au reçu d'épicerie. Mais à 5 pâtés de maison de là, elle lui demanda de s'arrêter. Elle préféra marcher, ayant besoin de sentir le trottoir, l'air froid, la vie urbaine qu'elle n'avait jamais touchée vraiment. Elle trouva Jackson devant une laverie automatique, la vapeur embuant les vitres. Noah était assis à côté de lui sur un banc, portant un nouveau manteau bleu marine, bon marché mais chaud. Un sac de course reposait à leurs pieds. Jackson pliait la petite chemise de Noah, concentration profonde, douce comme une prière. Il n'avait pas l'air d'un homme à qui on avait donné accès à de l'argent infini. Il avait l'air d'un père essayant de rendre une journée meilleure que la précédente. Eleanor s'approcha tranquillement. Jackson leva immédiatement les yeux, presque coupable, comme un élève face à une note. J'allais rendre la carte, dit-il rapidement. J'avais juste besoin d'un peu de temps. Vous l'avez toujours? Demanda-t-elle. Oui, madame. Il fouilla dans son manteau, la lui rendit à 2 mains, respectueux, prudent, comme si c'était du verre fragile au lieu du titane. Elle ne la prit pas. Qu'avez-vous acheté?
demanda-t-elle doucement. Ses yeux papillonnèrent d'hésitation. De la nourriture, des médicaments pour la toux de Noah, des vêtements, du dentifrice, du shampoing, du savon, des choses dont nous avions besoin. Et rien pour vous-même. Il secoua la tête. Mon fils passe toujours en premier. Il y avait plus. Elle pouvait le sentir comme une porte à moitié ouverte. Quoi d'autre? Demanda-t-elle. Il déglutit, puis lui tendit un reçu. La dernière ligne la frappa comme un poing. Cuisine communautaire de Fort Greene. Don de $200. Elle leva les yeux, stupéfaite. Vous avez donné de l'argent, chuchota-t-elle. Ils nourrissent des familles comme nous. Des gens dans une situation pire que la mienne. Parce que parfois, un peu de gentillesse est tout ce qu'il reste à quelqu'un. Il le dit simplement, sans chercher de louange. Sans savoir qu'elle était une femme affamée de preuves que la gentillesse existait encore. Ses yeux lui piquèrent. Elle regarda Noah, ses petites mains serrant un sandwich, des miettes sur son menton, innocent, fragile, survivant. « Depuis combien de temps êtes-vous sans abri » demanda-t-elle. Jackson expira. Le genre qui dure des années. Depuis la mort de ma femme, dit-il, il y a 3 hivers. Elle avait un cancer. L'assurance nous a lâchés. Les économies parties en quelques mois. J'ai fait des heures supplémentaires, des livraisons, de la construction, tout ce que je pouvais. Mais le chagrin ne paie pas le loyer. Quand Noah est né, elle était déjà partie. J'essaie depuis. Il ne pleura pas. Sa voix ne se brisa pas. Mais il y avait une dévastation silencieuse derrière chaque mot. Mon père m'a dit de ne jamais faire confiance aux gens, murmura Eleanor. Jackson hocha lentement la tête. Les gens se brisent les uns les autres, mais ils se sauvent aussi les uns les autres. Une rafale de vent dispersa des flocons de neige sur le trottoir. Un bus de ville passa, ses lumières se reflétant dans les flaques comme des miroirs meurtris. Eleanor posa enfin la question qu'elle redoutait le plus. Jackson, si je n'étais pas venu hier, qu'auriez-vous fait? Il la regarda droit dans les yeux. J'aurais continué à essayer, même sans argent. Mon fils mérite un père qui se bat. Ces mots transpercèrent sa poitrine plus vivement que toute trahison qu'elle ait jamais subie. La richesse ne pouvait acheter ce genre de dévouement. Un héritage ne pouvait le fabriquer. Elle s'assit à côté de lui sur le banc métallique froid, ignorant le gel à travers la laine, ignorant les regards curieux des passants. Une milliardaire et un père célibataire sans abri. Des mondes opposés, et pourtant alignés d'une certaine façon. Elle n'avait toujours pas repris la carte. Et en regardant le petit sourire de Noah, la patience constante de Jackson, la chaleur d'un homme qui avait toutes les raisons de se briser mais qui ne le faisait pas, elle comprit. Son test ne le concernait plus. Il la concernait elle-même. Une femme née dans l'opulence pouvait-elle apprendre à donner d'une manière qui compte vraiment? Le privilège pouvait-il devenir un but? Sa vie était sur le point de changer car ce que Jackson allait acheter ensuite lui briserait le cœur d'une manière dont elle ne se remettrait jamais. Eleanor aurait dû s'en aller ce matin-là, mais quelque chose la retint là. Ancrée au banc à côté d'un homme que le monde avait oublié. Son responsable de la sécurité appela 2 fois. Son assistante envoya des SMS sans relâche. Une réunion valant 14 millions de dollars attendait sans réponse. Mais elle resta parce que pour la première fois depuis des années, elle ne pensait pas en milliardaire. Elle pensait en être humain. Jackson finit de plier les vêtements de Noah, les empilant soigneusement dans un sac en plastique. Ses mouvements étaient lents, délibérés, façonnés par quelqu'un qui n'avait pas eu l'espace de se presser depuis longtemps. Noah se blottit somnole contre le bras de son père, rassasié après le petit déjeuner, au chaud dans un manteau qui lui allait enfin. Un petit miracle, temporaire. « Où dormez-vous » demanda-t-elle. Jackson baissa les yeux vers ses chaussures, hésitant. « Sous le pont près de l'East River. On bouge si la police fait une rafle. Parfois les refuges nous acceptent, parfois non. Ils sont surpeuplés. » Sa gorge se serra. Ce pont, le vent le transperçait comme de la glace brute. Pas de chauffage, pas de mur, juste du métal froid et des nuits froides. Un enfant dormant là. Noah avec ses joues douces et ses petites baskets. Cela la rendit presque malade. « Vous ne pouvez pas rester là cette nuit » chuchota-t-elle. Il se raidit,
la fierté montant rapidement. On se débrouille. On ne profite pas. Ce n'est pas profiter, dit-elle. C'est survivre. Mais Jackson avait passé des années à tout perdre, maison, femme, dignité, et les hommes qui perdent beaucoup développent une armure faite de refus. Il ne voulait pas de pitié. Il ne voulait pas être sauvé. Il voulait de l'équité, une opportunité, une chance de se relever. Un silence s'étira entre eux, cru, fragile. Noah la regarda soudainement, la voix petite. « Êtes-vous un ange ?» Eleanor sentit le souffle quitter son corps. On l'avait appelée de nombreuses choses, puissante, impitoyable, privilégiée, mais jamais ça. Elle cligna rapidement des yeux, la vision troublée malgré sa volonté. « Loin de là, dit-elle doucement. Juste quelqu'un qui se soucie plus aujourd'hui qu'hier. » Jackson l'observa, et quelque chose changea dans son expression. De la confiance, peut-être, ou le début de celle-ci. « Venez avec moi, dit-il finalement. Il y a quelque chose que je veux faire avant de rendre la carte. » Eleanor se leva, le cœur battant fort de curiosité, et les suivit à travers des rues qu'elle foulait rarement, devant des bodegas et des laveries, devant des bouches d'égout fumantes et des vendeurs de bretzel à $4 pièce, devant des gens qui se dépêchaient parce que la ville exigeait. 20 minutes plus tard, ils atteignirent une bibliothèque publique délabrée. Des briques écaillées, de la peinture écaillée par des années de négligence. Jackson poussa la porte, la lui tint ouverte. Un geste de gentleman d'un homme qui n'avait rien. À l'intérieur, une chaleur les enveloppa doucement. Des dessins d'enfants couvraient un tableau d'affichage. Une bibliothécaire leva les yeux derrière des lunettes usées et sourit à Noah avec familiarité. « Vous êtes de retour, » dit-elle avec affection. Jackson hocha la tête. « Juste pour un moment. » Il conduisit Eleanor dans une allée jusqu'au poste informatique. 4 vieux ordinateurs de bureau vrombissaient faiblement, les écrans scintillant comme des étoiles mourantes. Un panneau indiquait « Limite de 30 minutes par personne ». « Ici », dit Jackson en posant une main sur l'un des moniteurs, « ma femme l'amenait. Elle voulait que Noah grandisse en lisant, apprenant, rêvant. » Sa voix trembla pour la première fois. « On a perdu tant de choses, mais je veux qu'il ait au moins un morceau d'elle. » Noah grimpa sur une chaise, balançant les pieds. Eleanor sentit l'atmosphère changer, douce, sacrée, comme un souvenir vivant dans l'air. Jackson sortit la carte de crédit, et pour la première fois, elle vit de la faim dans ses yeux. Pas pour le luxe, pas pour l'évasion, mais pour l'espoir. « Je veux lui acheter un avenir, » dit-il. Des livres, des programmes éducatifs, une carte mensuelle pour utiliser les ordinateurs ici. Je sais que ça semble petit comparé à ce que cette carte peut faire. Ça semble énorme, souffla-t-elle, car un homme qui n'avait rien avait choisi la connaissance plutôt que l'indulgence, l'héritage plutôt que le confort, la croissance plutôt que le soulagement. Un milliardaire aurait acheté des bâtiments. Un père sans-abri voulait des livres. Il s'approcha du comptoir et demanda les tarifs à la bibliothécaire. Eleanor se tenait derrière, écoutant alors qu'il demandait des adhésions, du matériel de lecture, des outils d'apprentissage. Quand on lui demanda comment il paierait, il tendit la carte platine, humble, nerveux, mais stable. La bibliothécaire cligna des yeux. « Monsieur, êtes-vous certain ? » « Oui, » chuchota-t-il. « Mon fils mérite une chance. » Le total s'éleva à 612,54 $. Jackson expira de soulagement comme si le chiffre lui-même était un cadeau plutôt qu'un coût. Mais avant qu'il ne puisse signer, Eleanor posa doucement une main sur son poignet. « Jackson, » murmura-t-elle. « Et si je vous disais que cela n'a pas à être temporaire ?» Il se figea. « Que voulez-vous dire ? » « Je veux dire, » sa voix tremblait de quelque chose de vulnérable, d'honnête, que je ne veux pas que cela se termine avec un jour et une carte. Il la regarda comme quelqu'un qui a peur d'espérer trop fort. « Je veux vous aider à long terme, » poursuivit-elle. « Logement, travail, stabilité, pas la charité, une opportunité. » Un silence tomba entre eux, lourd de possibilités. « Vous ne me connaissez pas, » dit Jackson doucement. « Non, » admit-elle. « Mais je veux vous connaître. » Ses yeux scintillèrent. Douleur, incrédulité, désir mêlé en un fil cru. Des années de lutte gravées en une seule question silencieuse.
Pourquoi une milliardaire se soucierait-elle d'un homme comme moi? Avant qu'Eleanor ne puisse répondre, Noah tira sur sa manche, la voix menue mais puissante. Mademoiselle Eleanor, on peut avoir le livre préféré de maman, aussi. La demande la transperça. Le livre préféré de maman. Un fantôme demandant à être rappelé. Son cœur se brisa net. Elle déglutit difficilement, essayant de refouler ses larmes. Oui, Noah, lui chuchota-t-elle. Choisis le livre que tu veux. Et Jackson, la regardant tandis que son fils se dirigeait vers les étagères, la regarda avec quelque chose de plus profond que la gratitude, quelque chose proche de la foi. Aucun d'eux ne savait que le prochain achat de Jackson allait briser le monde d'Eleanor au-delà de tout ce qu'un reçu pourrait enregistrer. Noah revint, serrant contre lui un livre à couverture rigide presque aussi gros que son torse. La couverture était usée, les pages jaunies, les coins assouplis par des années d'amour de la part de quelqu'un qui comptait. Le titre brillait faiblement. Le jardin secret. Jackson se figea en le voyant, comme frappé par un souvenir plutôt que par un son. C'était son livre, chuchota-t-il, la voix se brisant au bord. Sa mère le lisait chaque soir pendant sa grossesse. Elle disait que c'était une histoire de croissance, de guérison, un endroit où les fleurs fleurissent même après l'hiver. Noah le serra fort. Je veux le lire comme elle le faisait. Eleanor sentit le sol de sa moralité vaciller. Pour la première fois de sa vie, l'argent n'était pas des chiffres. C'était un médicament, un abri, un apaisement, de l'amour. Elle paya tout tranquillement. Quand Jackson essaya de signer, elle pressa son pouce sur le terminal à la place, la voix stable mais chaude. Mon cadeau, dit-elle, mais votre choix. Et Jackson, qui avait passé 3 ans à tout perdre morceau par morceau, ne discuta pas. Ce n'était pas une reddition. C'était une acceptation. Dehors, la neige se mit à tomber comme si quelqu'un secouait des plumes du ciel. Jackson hissa Noah sur ses épaules, le petit garçon piaillant, pointant du doigt, attrapant les flocons comme des étoiles qu'il pouvait enfin toucher. Un instant, le monde fut lent, doux, clément. Eleanor marcha à côté d'eux, les mains dans les poches, le cœur étrangement léger et lourd à la fois. « Vous pensiez ce que vous avez dit » murmura Jackson à propos de nous aider. « Oui » dit-elle sans hésiter. « Un logement, une école pour Noah, un travail pour vous. J'ai des entreprises qui ont besoin d'hommes qui connaissent l'épreuve, pas seulement le pouvoir. » Il s'arrêta de marcher, se tourna complètement vers elle. « Pourquoi » demanda-t-il, non avec suspicion, mais avec une vulnérabilité profonde, douloureuse. « Pourquoi nous » Eleanor le regarda, et la vérité vint comme un souffle. « Parce que vous m'avez rappelé que je ne suis pas en vie juste pour multiplier la richesse. Je suis en vie pour multiplier le sens. » Sa gorge se serra. Il essaya de répondre. N'y parvint pas. Au lieu de cela, il hocha lentement la tête comme s'il se réconciliait avec la vie pour la première fois depuis des années. Mais le monde couronne rarement la tendresse sans la mettre à l'épreuve. Alors qu'ils atteignaient le coin de la rue, Noah toussa, d'une toux sèche, grasse, profonde, pas comme un rhume, comme quelque chose d'enraciné dans des poumons trop petits pour une telle lutte. Jackson se pencha immédiatement, l'inquiétude gravée sur son visage comme un éclair. « C'est pire aujourd'hui, » dit-il avec tension. Il a cette toux depuis des semaines. La clinique nous a refusé hier. Nous n'avions pas d'assurance. J'allais réessayer la semaine prochaine. Le pouls d'Eleanor s'emballa. Depuis combien de temps est-il malade? 63 jours, chuchota Jackson. La honte colorant chaque syllabe. On compte tout. 63 jours. Un enfant sans abri qui tousse tout l'hiver. Ce chiffre se grava dans sa mémoire comme une écriture sainte. Venez avec moi, maintenant. Sa voix était de l'acier enveloppé de soie. Plus d'attente. Il ne protesta pas. Ils prirent un taxi, sa main sur le dos de Noah. Jackson le surveillant comme une prière sous forme humaine. Au Children's Hospital St. Matthews, les portes s'ouvrirent automatiquement, l'air chaud effleurant leur peau froide. Des infirmières s'approchèrent. Eleanor ne donna pas son titre, ne mentionna pas sa fortune. Elle désigna simplement Noah et dit « Il a besoin d'aide, s'il vous plaît. » Son ton portait une autorité qui n'avait pas besoin d'argent pour se valider.
Les tests furent réalisés, le sang prélevé. Jackson arpenta la salle. Elelane s'assit avec Noah, lisant doucement Le Jardin secret, sa voix fragile mais stable. L'enfant se pencha contre elle, faisant confiance à une inconnue de la veille, et d'une certaine façon, cela semblait juste. Des heures plus tard, un médecin sortit, respectueux, fatigué, sincère. Votre fils a une pneumonie à un stade précoce. Sans traitement, elle aurait pu devenir fatale en quelques semaines. Jackson ferma les yeux comme si le sol sous ses pieds disparaissait. Elelane tendit instinctivement la main et le soutint d'une main sur l'épaule. Un contact reliant deux mondes. Il se rétablira, poursuivit le médecin doucement. Mais il a besoin de médicaments. Un logement chaud. De la nutrition. Un logement chaud. Elle regarda Jackson. Ses yeux brillèrent. Non de faiblesse, mais d'une gratitude taillée dans l'os. Ce qu'il a acheté, ajouta le médecin, regardant Elelanar comme s'il sentait quelque chose de plus profond, a peut-être sauvé la vie de son enfant. Le souffle d'Elelanar se brisa en elle. La carte de crédit de la milliardaire n'avait pas été utilisée par cupidité. Elle avait été utilisée pour survivre, pour des livres, de la nourriture, des médicaments, de l'amour. Ce qu'il avait acheté avec sa richesse lui avait brisé le cœur, non parce que c'était mal, mais parce que c'était pur. Et soudain, la richesse parut petite. 2 jours plus tard, Elelanar signa un bail pour un appartement modeste, propre, chaud, avec une lumière du jour qui embrassait les murs comme une aube clémente. Elle organisa l'inscription à l'école, les soins pédiatriques, des bons, des vêtements, et Jackson, stupéfait mais ancré, commença à travailler dans l'une de ces entreprises de réaménagement communautaire. Un travail honnête, reconstruisant de vieilles structures en logement pour des familles comme la sienne. Pas de la charité, de la dignité. Ils étaient tous les trois dans le salon vide lorsque les clés changèrent de main. Noah tournoya, riant aux éclats comme si on lui permettait enfin d'exister bruyamment. Jackson fit face à Elelane, les yeux brillants d'un avenir qu'il pensait autrefois appartenir à d'autres hommes. « Je ne sais pas comment vous remercier, dit-il. Vous l'avez déjà fait, chuchota-t-elle. Comment? Vous m'avez montré à quoi sert la richesse. Pas le pouvoir, un but. Il s'approcha. Pas de romance, pas de dette, mais d'égal à égal. Un homme qui pouvait se tenir debout à nouveau. Si vous avez jamais besoin de quoi que ce soit, vous me le demandez en premier, dit-il. Elle sourit doucement. Alors commençons par un dîner. Je ne veux pas que ce soit la fin de notre histoire. Jackson hocha lentement la tête. Noah enlaça ses bras autour de deux. Une petite chaleur liant un changement immense. Et dans cet appartement simple aux murs crème et aux meubles d'occasion, quelque chose fleurit. Une milliardaire trouva un sens. Un père sans abri trouva un foyer. Et un enfant à qui on avait appris à craindre les hivers apprit comment le printemps commence.